Bonjour et bienvenue sur Médien TV, jour de rentrée scolaire au Maroc. Des dizaines de milliers d'écoliers et de collégiens et lycéens à travers le royaume. Les établissements scolaires reprennent vie et s'animent à nouveau. C'est le retour à la normale après 2 années de Covid, une rentrée scolaire placée sous le slogan « Tous pour une école de qualité au profit de tous ». Justement, comment assurer une rentrée scolaire réussie aux élèves? Nous en parlons avec Ilham Bellouche. Elle est formatrice de formateurs, également ingénieure pédagogique et experte en neurosciences. Bonjour à vous, Ilham Bellouche. Bonjour. Alors, merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes également experte nouvellement diplômée en neuroéducation et neuromanagement. Alors, je le disais, donc pour des millions d'écoliers, de collégiens et de lycéens, c'est la reprise. Donc aujourd'hui, c'est la rentrée. Alors, c'est la rentrée post-Covid, si on ose dire. Je pense que c'est plutôt un bon signe. Oui, justement. Donc, en fait, ces rentrées intervient dans une conjoncture de relance post-Covid pour concrétiser la volonté de réforme du système éducatif que vise le ministère depuis quelques années. Et donc, cette rentrée correspond cette année à une première application, à la première année d'application de la feuille de route fixée par le ministère pour le projet 2022-2026, dans le but justement, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, pour mettre en place un enseignement de qualité qui répond aux exigences actuelles du monde et du marché du travail de manière générale. Donc cette feuille de route, elle est focalisée sur 3 axes principaux, à savoir l'enseignant, l'élève et les établissements éducatifs. Les enseignants, ce qui est la nouveauté, parce que pour la première fois, ils sont réellement pris en charge dans un plan de réforme à travers la valorisation, l'engagement et la mise en place d'une formation continue qui répond aux exigences actuelles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les établissements éducatifs à travers la modernisation donc de ces établissements pour qu'ils répondent aussi aux exigences actuelles et pour qu'ils permettent aux élèves et aux enseignants de travailler dans des conditions optimales et favorables aux apprentissages, et aussi et surtout l'élève qui est quand même l'axe central de l'action pédagogique à travers la généralisation du préscolaire et aussi l'augmentation des compétences, de l'acquisition des compétences de base de façon à former des gens qui sont capables de s'intégrer facilement dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Donc, en un mot, aussi bien l'aspect humain que l'aspect matériel est pris en compte donc dans cette stratégie, donc comme vous le dites, à l'horizon 2026. Alors, comme je le disais, la qualité reste le principal objectif, un enseignement de qualité, notamment dans le public, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même ce fossé qui se creuse entre le public et le privé. Justement, comment réussir aujourd'hui une rentrée qui permette encore une fois de remettre l'école privée, ou l'école publique plutôt, de redorer le blason de l'école publique? Vous l'avez dit tout à l'heure, le facteur humain aujourd'hui est pris davantage en charge, et c'est ce qui représente la clé de la réussite, parce que pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait le plaisir d'apprendre. Ça veut dire que l'étudiant, l'élève doit avoir ce plaisir d'apprendre qui est une condition sine qua non pour pouvoir réussir ses apprentissages. Mais le plaisir d'apprendre est tributaire du plaisir d'enseigner. Donc, un enseignant qui ne ressent pas du plaisir à accomplir sa mission à enseigner ne peut pas faire naître le plaisir d'apprendre donc chez l'élève. Donc, comme vous voyez, la motivation, la volonté, le plaisir d'enseigner et d'apprendre représente cette condition sine qua non, comme je dis tout à l'heure, pour pouvoir réussir les apprentissages. Et après, bien sûr, on passe aux apprentissages, au contenu, au programme. Les conditions représentent aussi un facteur important dans cette motivation et de son plaisir. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est obligé, si on veut vraiment atteindre cette qualité, d'accorder une attention différente à l'enseignant.
comment le motiver, comment lui donner le plaisir de s'engager, comment lui donner cette volonté de s'engager lui-même d'abord dans l'auto-formation. Parce que s'il ne s'engage pas lui-même dans l'auto-formation, on ne peut pas, même si on lui offre n'importe quelle formation avec n'importe quel formateur et n'importe quelle condition, s'il n'y a pas cette volonté de sa part, il ne peut pas être en formation continue, en évolution continue, pour qu'il puisse donner les nouveautés, donner envie aux enfants d'apprendre, répondre aux exigences actuelles de l'enseignement et de la vie de manière générale. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, le facteur humain est très important pour la réussite de l'action pédagogique, sans oublier bien sûr que le facteur matériel et les conditions de travail sont aussi importants que le reste. Alors, on va y aller assez rapidement, pas mal de points à évoquer, notamment le niveau des élèves et le niveau des enseignements. À ce niveau-là, la situation, en tout cas, on ne cesse de lancer des alertes à ce niveau-là. Aujourd'hui, comment réussir à sauver le niveau des enseignements, mais surtout le niveau des élèves, surtout quand on voit les nombreux manuels exigés à la rentrée. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure dans nos éditions, la floraison des fournitures et la cherté des fournitures, mais malheureusement, le niveau ne suit pas. Comment expliquer cette dichotomie, en fait ? Alors, le niveau des élèves, nous le savons tous, il est en baisse constante depuis plusieurs années. Tout le monde se plaint, les enseignants se plaignent, les parents se plaignent, les élèves eux-mêmes se plaignent, etc. Donc, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que les élèves, ça leur arrive de se plaindre de leur niveau qui baisse de manière quand même phénoménale. D'abord, il faut savoir que nos contenus d'enseignement et d'apprentissage sont largement dépassés. Quand on voit les manuels scolaires de l'enseignement public qui n'ont pas été renouvelés depuis de nombreuses années, alors que le monde évolue à une vitesse les programmes il y a 14 ans, 15 ans, 16 ans, voire une vingtaine d'années. Donc ça, c'est un facteur important dans la baisse justement de ce niveau. Et il y a aussi une focalisation, il y a un problème qu'on n'aborde pas souvent, c'est cette relation que nous avons avec les notes. Vous savez, aujourd'hui, il y a une course frénétique vers les notes, vers les moyennes, parce que aujourd'hui, un bachelier qui a 14-15 de moyenne, il va se retrouver, il va voir ses chances limitées pour accéder à des études supérieures de qualité. Donc, on est dans cette course frénétique face à la note et des fois aux dépens des apprentissages réels. Donc, le fait que l'élève ait 14, 15, 16, 17 de moyenne, ça ne suffit, alors que ça ne donne pas une idée réelle sur les compétences acquises par les enfants. Donc, on a un enseignement qui est focalisé sur les savoirs académiques, mais les savoirs académiques automatisés. Il n'y a pas de place à la créativité, il n'y a pas de place à la nouveauté. Et sans la créativité, sans la prise en charge de la créativité à l'école, il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas de nouveauté. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut revoir les contenus d'apprentissage, il faut les actualiser, il faut que ça soit des contenus qui correspondent aussi au centre d'intérêt des formés, des élèves et des étudiants, pour que cela les motive. En plus, il faut qu'il y ait une concordance entre les contenus enseignés, les contenus appris et les exigences, les besoins de la vie sociale. Parce que notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de former un élève ayant une bonne note et pouvant tout simplement décrocher de grandes écoles. Notre objectif, l'objectif le plus important aujourd'hui, c'est de co-construire. Quand je dis co-construire, ça veut dire tous les acteurs de l'action pédagogique, enseignants, administrateurs, communautés, parents. L'objectif est de co-construire un acteur social capable d'utiliser ces apprentissages de manière efficace pour répondre aux exigences de la société.
Voilà notre objectif. Et donc, cela passe par la valorisation du facteur humain et passe aussi par l'actualisation des contenus d'apprentissage et les conditions d'enseignement-apprentissage. Alors, en parlant toujours du facteur humain, on pense aussi aux parents qui dépensent quand même énormément pour la réussite de leurs enfants, mais indépendamment des aspects matériels, en termes de quel doit être le rôle des parents en termes d'assistance et d'accompagnement de leurs enfants. Alors aujourd'hui, grâce aux avancées, donc ça c'est les projets sur lesquels je travaille essentiellement dans le cadre de la neuroéducation. Aujourd'hui, grâce aux avancées en neurosciences, nous connaissons avec précision, avec des preuves concrètes qui sont validées scientifiquement, le rôle de l'engagement des parents dans la réussite de leurs élèves. Il y a un ensemble d'éléments auxquels les parents ne font pas attention, pourtant il a un impact soit délétère sur les apprentissages, soit un impact positif. Je citerai juste à titre d'exemple le sommeil. Vous savez, aujourd'hui, on sait que une grande partie de la mémorisation des apprentissages se fait pendant le sommeil. Ça veut dire que pour qu'un enfant puisse consolider ses apprentissages, pour qu'il puisse les stocker le jour où il en aura besoin, ils seront accessibles. Donc, c'est ce qu'on appelle la mémorisation des apprentissages. Et bien, cette activité, cette action, ce processus, il se fait principalement pendant la nuit. Donc, l'enfant a besoin de faire une nuit complète, d'abord pour que son cerveau puisse se reposer et qu'il se prépare le lendemain aux nouveaux apprentissages, et aussi pour qu'il puisse consolider et stocker ses apprentissages. Donc, les enfants qui veillent tard, qui restent devant les écrans, les téléphones ou les télévisions jusqu'à minuit, 1h du matin, et des fois, il y en a qui gardent leur portable dans leur chambre, donc ils peuvent se coucher à 3h, 4h du matin. Ben, le lendemain, quand ils se réveillent, déjà, ils ont perdu la plupart des apprentissages de la veille parce qu'ils n'ont pas eu une nuit complète pour mémoriser les apprentissages, et en même temps, le lendemain, ils sont fatigués. Donc, le cerveau n'est pas prêt pour les apprentissages, pour de nouveaux apprentissages, parce que pour qu'il y ait apprentissage, il faut que le corps, il faut que le cerveau ait suffisamment de l'énergie pour faire attention, pour se concentrer, qui représente le premier pilier de l'apprentissage. Donc, un cerveau qui n'est pas reposé, c'est un cerveau qui n'est pas prêt pour les apprentissages. Il n'y a pas que le sommeil. Je prendrai par exemple l'alimentation. Aujourd'hui, on a prouvé neuroscientifiquement qu'une alimentation équilibrée a un impact positif sur la réussite des apprentissages. Sans oublier le rapport que nous avons avec nos enfants, la valorisation de nos enfants, la confiance en soi, l'accompagnement positif, l'écoute, la communication avec les enfants. Donc tout cela, indépendamment des savoirs académiques, joue un rôle important dans la réussite scolaire des enfants. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans l'intervention des parents dans l'action pédagogique est une chose obligatoire, voire elle est cruciale si on veut vraiment viser la réussite scolaire et l'épanouissement de nos enfants. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la réussite scolaire, parce qu'il faut aussi que l'enfant soit épanoui pour qu'il puisse vivre pleinement ses apprentissages et se motiver. Alors, ce que vous dites là nous renvoie, et je pense même vous l'avez presque évoqué, à l'accompagnement psychologique des élèves aujourd'hui. Ceux qui sont donc en première année, que ce soit pour la première fois au niveau du primaire, au collège, voire le lycée ou même dans le préscolaire, mais aussi ceux qui sont en classe d'examen, sans parler de ceux qui sont entre les deux, dans les intervalles, et qui sont souvent des années de déperdissement pour pas mal d'apprenants. À ce niveau-là, quel suivi psychologique peut-on assurer au niveau de l'école, mais aussi au niveau de la cellule familiale? Alors, le suivi, quand on parle de suivi pédagogique, il faut qu'on sépare. Non, psychologique, l'accompagnement psychologique. Voilà. Là, quand on parle d'accompagnement psychologique, il faut qu'on fasse la différence entre les deux systèmes, à savoir le système public et le système privé. Certes, dans le système privé, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place de plus en plus auprès des parents et auprès des enfants pour les soutenir psychologiquement, pour justement dépasser ce stress pendant les examens, les motiver, connaître les difficultés des enfants et essayer de l'aider. Il y a
a même certaines structures qui mettent en place aujourd'hui une structure psychologique à sa tête, un psychologue d'école ou une psychologue d'école. Malheureusement, dans l'enseignement public, nous ne trouvons pas ce genre d'intervention. Quand il y a des interventions en général, ce sont des ateliers d'écoute à l'initiative de certains enseignants qui ne sont malheureusement pas formés et qui n'ont pas les compétences nécessaires pour ce genre de soutien. Mais ce que je recommande vivement, et ce sont des actions que j'ai mises en place, que je mets en place depuis quelques années et dont les résultats sont extraordinaires. Il faut d'abord que l'enfant comprenne comment fonctionne son cerveau en situation d'apprentissage. Il faut que l'enfant, il faut que l'élève, l'étudiant comprenne les processus qui sont mis en place par lui quand il est en situation d'apprentissage. Comment il mémorise, comment il apprend, comment il acquiert la connaissance, comment il acquiert la compétence. Tous ces éléments-là sont importants parce que quand il les sait, il va s'engager en connaissance de cause et il va s'impliquer dans ses apprentissages. Donc l'objectif, ce n'est pas d'avoir un élève passif qui se contente de recevoir les savoirs que lui transmet l'enseignant. Tout ça, c'est dépassé. Ça y est, on est dans un autre monde où l'implication de l'élève est obligatoire pour qu'il puisse co-construire ses apprentissages avec son enseignant. Et donc cette co-construction, cette implication, cet engagement positif et actif de la part de l'enfant, il dépend de sa motivation, et la motivation dépend du suivi psychologique et par les parents, comme j'ai dit, qui comprennent comment motiver l'enfant, comment on peut faire naître chez lui la confiance en soi, comment on l'aide à développer la confiance en soi. Les enseignants aussi doivent comprendre ces choses-là et il doit y avoir un projet d'établissement qui intègre les parents, qui est mis en place en bonne et due forme pour accompagner les enfants. Et bien sûr, dans le cas nécessaire, on peut même faire appel à des psychologues d'école quand on est en demande de compétences que nous n'avons pas au sein de l'établissement, au sein des parents. Merci à vous, Ilham Bellouche. Je rappelle que vous êtes formatrice de formateurs et ingénieurs pédagogiques, entre autres, compétences et casquettes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin pour parler de la rentrée scolaire qui démarre aujourd'hui au Maroc. On vous souhaite une bonne journée, Ilham Bellouche. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Bonne journée à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. On souhaite une excellente rentrée et pleine de réussite au corps enseignant, mais aussi aux élèves, mais aussi aux parents. À tous, une très bonne rentrée et au plaisir de vous retrouver demain sur Média TV. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.